Merci à tous d'être présents. Du coup, aujourd'hui, on va essayer de parler d'abstraction de l'architecture distribuée. Pourquoi et surtout comment, pour essayer de rentrer un peu dans le concret. Je vais commencer par me présenter. Moi, c'est Vivien. Je suis architecte solution chez Hippon Technologies. J'ai une grosse appétence sur la sécurité applicative et les microservices en règle générale. Du coup, aujourd'hui, on va parler de deux choses principales. Donc, pourquoi est-ce qu'on voudrait abstraire notre architecture distribuée? C'est quoi les enjeux derrière ça? En quoi ça va toucher et impacter le développement? Et quels sont les avantages qu'on pourrait avoir derrière ça? On va aussi parler de comment on fait ça. C'est bien beau toujours de faire de la théorie. Moi, j'aime bien rentrer dans la pratique. Donc, aujourd'hui, on va faire de la pratique. On va parler du choix technique. On va parler de sa mise en place. Et on va aussi, je vais essayer de vous montrer comment on peut migrer facilement vers cet outil, parce que c'est toujours beau, l'effet conférence, il y a des nouveaux outils, c'est bien, on veut les mettre en place, mais aujourd'hui, vous avez tous un existant dans votre société, sur vos applicatifs. Si vous voulez pouvoir utiliser ça, comment on fait pour migrer vers cet outil? Et à la fin, je vous ferai une petite démo de live coding pour essayer de vous montrer en vrai ce que ça donne. Du coup, n'hésitez pas à m'interrompre tout au long de la conférence si vous avez des questions. Moi, j'aime bien qu'on fasse ça directement. Donc, si vous avez des questions, vous m'interrompez. S'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, si je vais trop vite, on en parle. Mettre en place une architecture distribuée. C'est hype, c'est trop bien. Les microservices, c'est trop cool. Moi, c'est ce que j'entends tout le temps. Tout le monde en fait. C'est beaucoup plus fun que de faire un monolithe. On peut scale à volonté. Aujourd'hui, je pense que la plupart d'entre vous, quand vous voyez monolithe, « Oh non, je ne veux pas en faire, j'ai envie de faire du microservice, c'est cool. » C'est plus facile, c'est une phrase que j'entends souvent aussi. On peut développer avec la techno qu'on veut. Hein, on est dans des microservices, moi j'ai mon petit microservice à moi, j'ai mon périmètre, j'ai mes responsabilités, j'ai la main sur ma stack. Si j'ai envie de développer mon script en Python, je vais le faire en Python, c'est pas grave, ce sera plus facile. C'est plus flexible. L'équipe, elle peut changer facilement, forcément. On est responsable de notre périmètre, on a des microservices, on a notre code à nous, le périmètre, il est simple. On n'a pas besoin de former les nouveaux à se balader dans le code, comme dans un monolithe, quand on arrive, il y a 10 000 classes, il y a 50 millions de lignes de code, il faut se palucher le monolithe, alors que dans un microservice, c'est beaucoup plus facile. Ça, c'est ce que j'entends. La réalité, derrière tout ça, elle n'est pas aussi jolie. La première chose que j'essaye de faire quand j'arrive dans un projet et qu'on me demande qu'est-ce qu'on fait, on fait du microservice ou on fait un monolithe. Attention à ne pas faire des microservices un choix par défaut. C'est cool, mais est-ce que ça répond vraiment à votre besoin? D'accord? Il faut vraiment se poser la question du besoin avant d'aller sur la problématique des microservices. Je reviendrai sur des exemples concrets que j'ai pu avoir dans des sociétés où en fait les microservices, ça a été beaucoup plus compliqué à gérer que ce qu'on voulait en faire. Donc oui, c'est compliqué. Il faut penser plus loin que les technos. D'accord? Il faut s'assurer que chaque nouvel outil va fonctionner avec la stack qui est déjà en place. Et il faut aussi se soucier de l'expérience de développement. Quand vous êtes dans une startup, ok, c'est facile, vous pouvez développer un peu dans vos langages. Quand vous arrivez dans des grosses sociétés, si votre société elle est habituée à faire du .NET et que vous arrivez avec gros sabots, alors moi je vais faire du Kotlin parce que je préfère le Kotlin, et ben derrière, les impacts ils vont être assez costauds. Déjà, les développeurs ils sont pas habitués au Kotlin, donc déjà ils connaissent pas l'écosystème. Et après derrière, les outils, peut-être que vous avez développé tout un tas d'outils autour de votre écosystème .NET, mais que vos nouveaux services, là, ceux que vous voulez développer dans votre langage, en fait, ils ne sont pas du tout compatibles. Il n'y a pas les librairies core qui vont derrière, qui vont permettre d'injecter certaines dépendances, de gérer la sécurité, de gérer le tracing. Donc tout l'écosystème, toute l'architecture distribuée qu'il y a aujourd'hui dans une société, c'est toute une infra à gérer. D'accord? C'est pas juste mon petit service dans son coin que je vais développer. Je vais devoir me soucier du déploiement, de la CI/CD, on va parler de tracing, des logs, de la sécurité, du réseau. Il y a tout un tas d'enjeux derrière ça dans une architecture distribuée. On n'est pas aussi simplement que j'ai mon service, j'ai codé mon truc, j'ai mon API, j'ai mon Swagger, ça marche. C'est pas ça. Et aussi, il y a un mindset à avoir dans une architecture distribuée. Il faut être habitué à ça. D'accord? Il y a une complexité de communication qui se met en place dans des architectures distribuées. Vous allez pouvoir causer en REST avec des services, vous allez pouvoir causer en event-driven architecture. Et souvent, quand on n'a pas le mindset, quand on ne se pose pas les bonnes questions dès le départ, on se retrouve avec un sac de nœuds. D'accord? C'est ce qu'on peut voir dans certaines conférences. Il y a la conférence voisine où ils parlent de ça chez BetClick, où
au début, ils avaient énormément de services, et en fait, on voit les interactions, il y en avait tellement qu'ils ne savaient plus qui faisait quoi, et c'était impossible à gérer. Donc il faut vraiment se poser toutes ces questions-là, et c'est pour ça que c'est pas si trivial que ça, l'architecture distribuée. Et sur le marché du travail, aujourd'hui, ça donne quoi? Aujourd'hui, on peut voir des appels d'offres comme ça, où on demande à une personne, en fait, parce qu'on ne va pas dire à un développeur ou à un software engineer, on va demander à une personne d'être capable de développer en back-end, en front-end, d'avoir une expertise base de données, d'avoir une expertise sur les systèmes de cloud, de connaître Linux, de connaître de guide, de faire du TDD, d'avoir des connaissances en Docker, en Kubernetes, sans parler de tout ce qu'on peut entendre. Moi, j'en ai vu vraiment, où en fait, j'ai l'impression de relire les CV de juniors où je mettais toutes les technos que je connaissais. Des fois, les appels d'offres, c'est pareil, ils te mettent toutes les technos. Mais non, en fait, aujourd'hui, on peut avoir des personnes qui vont être spécialisées et connaître tout ça, c'est très bien. Mais on va avoir des personnes qui vont se spécialiser dans le développement et qui vont pas avoir... est-ce que pour un développeur au quotidien, quand il développe sa feature, c'est important de savoir faire du Kubernetes? Est-ce que j'ai besoin de savoir comment je gère mon pod, c'est quoi les secrets, ce genre de choses? Est-ce que j'ai besoin de savoir tout ça? Moi, je pense pas. Et donc, il faut pouvoir aujourd'hui prendre soin des développeurs. C'est les développeurs, c'est vous aujourd'hui, développeurs. Moi, je suis développeur aussi, j'ai dit architecte solution, mais aujourd'hui, je développe, je mets les mains dans le code et j'ai besoin de pouvoir continuer à faire ça. C'est nous qui faisons vivre les applications. Donc, il faut être capable de pouvoir recentrer un peu le développement pour que le développeur puisse se soucier des features qui vont ajouter de la valeur à l'outil. J'ai fait une dernière mission où je passais 60 à 70% de mon temps à avoir des problématiques d'infra, de déploiement. Ça veut dire qu'en fait, j'arrivais pas à déployer parce que ma CI/CD était cassée, parce qu'en fait, derrière, j'avais des problèmes de droit, j'arrivais pas à contacter Artifactory, j'avais plus d'espace disque. J'ai pas envie d'avoir à gérer ça. Et tout ça, tout ce temps-là, c'est du temps en moins sur votre productivité. D'accord? Forcément, si vous êtes derrière, demain, on vous dit ouais, il faut que tu déploies sur ça. Ok, mais est-ce que c'est vraiment moi? Moi, j'ai besoin d'envoyer un message dans Kafka. Est-ce que j'ai besoin de savoir comment Kafka fonctionne, déployer Kafka, comprendre comment communiquer en réseau avec Kafka? J'ai peut-être pas besoin de savoir tout ça. Ensuite, on va aussi essayer de diminuer un peu la charge cognitive. Quand la charge cognitive, elle est très élevée pour un développeur, ça veut dire qu'il doit vraiment bosser sur tous les aspects du projet, le développeur, il s'y perd un peu. D'accord? Je ne dis pas qu'il ne faut pas connaître ça. On peut avoir des développeurs qui sont experts, qui connaissent tout. Il y en a sûrement dans la salle. C'est très bien. Mais est-ce que si, dans votre appel d'offres, si on reprend l'appel d'offres d'avant, si tous vos développeurs doivent être experts sur toutes les technos qui sont dans votre société, est-ce que ça ne veut pas dire que derrière, il y a quelque chose qui est trop complexe dans votre société? Si on ne peut pas avoir un développeur qui est capable de développer de la feature dans son service simplement, mais que derrière, il doit savoir comment fonctionne Kafka, comment déployer dans Kubernetes, ce genre de choses, on arrive peut-être sur quelque chose de trop complexe. Et moi, j'aime bien faire cette analogie avec les interfaces. Aujourd'hui, je vais faire le raccourci, les gros fanats du DDD des archis hexagonales vont me dire non, c'est pas du tout ça. Dans les archis hexagonales, on aime bien avoir cette interface-là pour essayer de séparer les responsabilités. On le fait dans le code, on le fait aujourd'hui quasiment tous dans le code. Pourquoi est-ce qu'on s'arrêterait au code? Pourquoi on ne le ferait pas à un niveau plus élevé? Le faire à un niveau plus élevé, ça pourrait nous permettre plusieurs choses. Ça pourrait nous permettre de dissocier l'implémentation des services. Moi, je veux faire du messaging. Je n'ai pas envie de savoir quel est l'outil qui est derrière. C'est du Kafka, c'est du Rabbit. Je veux mettre en place du cache distribué. Je n'ai pas non plus potentiellement envie de me soucier de l'outillage, de mon architecture. Vous avez vu une conf sur l'OpenTelemetry, c'est des choses qui répondent à ce genre de problématique-là. D'accord? Vous avez Datadog, vous avez des agents, c'est ça qui le fait pour vous. Vous n'avez peut-être pas non plus envie de vous soucier de la sécurité. La plupart du temps, quand on commence à faire de la sécurité dans le développement, la plupart du temps, moi, ce que j'entends des développeurs, ah non, mais c'est chiant parce que du coup, dans mes tests, comment je vais faire pour injecter mon token, ce genre de choses, machin. J'ai pas envie de me soucier de ça, en fait. C'est des problématiques qui devraient pas avoir à m'atteindre, moi, directement, le développeur. Et j'aimerais plutôt aussi peut-être limiter les protocoles. D'accord? Depuis tout à l'heure, je parle de Kafka, je parle de Redis, je parle de cache distribué, on peut parler de Vault et de gestion de secrets. Tout ça, si vous êtes dans des grosses sociétés, vous allez avoir très probablement une librairie
core qui va être développé par une équipe core transverse, qui va vous développer une librairie par langage que vous avez. Et donc, du coup, vous allez avoir autant de librairies que de protocoles à implémenter par langage que vous avez. Ça commence à faire beaucoup, quoi. Hein. Et ce qui est bête derrière, c'est que la plupart du temps, l'usage que vous avez, moi je reviens toujours sur mon exemple de messaging, est-ce que vraiment vous avez besoin de toutes les fonctionnalités de l'outil de messaging que vous avez derrière? La plupart du temps, en fait, vous voulez envoyer un message et le consommer. C'est tout. Il y aura forcément des cas où vous allez vouloir utiliser les fonctionnalités de l'outil de messaging. Hein. On va vouloir se dire non, mais moi j'ai besoin de revenir dans ma file Kafka pour pouvoir rejouer les messages, ce genre de choses. Ok, mais la plupart du temps, non. La plupart du temps, vous allez envoyer un message et le lire. Comment on va faire ça? Je vais vous introduire à Dapper. C'est un Distributed Application Runtime. C'est quelque chose qui a été développé par Microsoft, qui est tout récent. Là, il y a tout un texte qui explique à peu près, je vais le lire parce que c'est quand même assez intéressant ce qu'ils disent. Dapper, ça fournit des API qui abstraient la complexité des challenges communs rencontrés par les développeurs lorsqu'ils construisent des applications distribuées. C'est des API qui sont présentées sous forme de building blocks et qui sont à votre disposition en fonction des problématiques. Vous pouvez en utiliser une, vous pouvez en utiliser plusieurs, vous pouvez toutes les utiliser en fonction de votre besoin pour pouvoir développer plus rapidement et plus fiablement. Comment ça se présente derrière Dapper? Donc c'est ça, c'est les building blocks qui sont là. Aujourd'hui, il y en a une dizaine, un peu moins. Et l'idée, c'est on va arrêter les protocoles et on va faire que du HTTP ou du gRPC. Que ça. D'accord? Moi, mes services derrière, tous mes microservices qui sont développés, dans quel que soit le langage qu'ils font, ils discutent avec les building blocks en HTTP ou en gRPC, vous choisissez. Derrière, Dapper, lui, il fournit des building blocks directement, c'est quelque chose qui est fourni. Alors, pour l'info, Dapper, c'est de l'open source. Hein, donc, si vous voulez vous rajouter des building blocks, changer ce qui est fait ou quoi que ce soit, c'est en Go. Si ça vous intéresse, vous pouvez directement aller dessus et avancer. Vous pouvez faire donc, du service to service, donc des calls HTTP directement entre services. Vous pouvez faire de la gestion d'état. On va voir le pub/sub là. Le binding pour pouvoir s'attacher à différents systèmes, donc un Rabbit, un Kafka. La gestion d'acteurs, d'observabilité, des secrets, et c'est extensible à volonté. Et derrière, ce qui est cool, c'est que vous allez pouvoir déployer ça où vous voulez. Vraiment, où vous voulez. Parce que Dapper, c'est une gestion, c'est du sidecar. D'accord? Donc, c'est lui qui va gérer la communication. Vous, vos services, ils vont discuter. Donc là, moi, j'ai mon petit service A, qui va, en fait, au lieu de discuter avec le service B directement, c'est ce que j'avais avant, il va discuter avec Dapper. Et c'est Dapper, lui, qui va invoquer le nouveau service et qui va faire votre appel à votre place. Donc vous en fait, vous savez avec qui est-ce que vous voulez discuter. Donc vous dites à Dapper, je veux envoyer ce message-là à tel service, et c'est Dapper qui va s'en charger. Et du coup, ça va pouvoir faire de l'invocation de service, on va pouvoir store des données, on va pouvoir faire du pub/sub, on va pouvoir gérer tout ça à travers Dapper. Et donc vous voyez un peu la chose venir, c'est que derrière, quand je vous dis déployer n'importe où, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que j'étais sur AWS, bon, demain, j'ai envie de me diversifier, j'ai envie de partir sur GCP. Je vais pouvoir le faire intuitivement, parce qu'en fait, je ne vais pas changer mes outils, ils vont changer. Hein. Je vais passer de SNS à Google Cloud Pub/Sub. Mais comme c'est Dapper qui fait la communication avec soit SNS, soit Google Cloud Pub/Sub, moi, mon service, il n'a jamais changé. D'accord? Que je l'ai déployé sur GCP, ou même en on-premise, ou sur Azure, mon service, il n'a pas changé du tout. La seule chose qui va avoir changé, c'est la petite configuration dans Dapper qui va dire « Ah non, mais va pas discuter avec SNS, va discuter avec Google Cloud Pub/Sub. » Et ça va permettre de discuter avec vraiment tout un tas de choses. Derrière, on parlait de migration. Enfin, je vous ai dit, on va essayer de faire de la migration. En même temps que vos applications évoluent, vous allez pouvoir vouloir potentiellement ajouter des fonctionnalités ou refactorer certaines parties. Et du coup, ça va vous permettre d'intégrer Dapper de manière incrémentale. Et où est-ce que vous en avez envie? Comme Dapper, c'est juste des API, c'est juste un petit sidecar là, qui est à côté de votre service. Il va vous permettre de discuter et de faire ce que vous avez envie. Donc potentiellement, si, moi là, ici, j'ai mon petit Kafka, j'ai mon pub/sub, j'ai un service qui fait que de la consommation de messages. Bon, du coup, au lieu de se connecter à Kafka,
dans cette implémentation, je change l'implémentation. Hein, j'ai fait de l'archi hexagonale, c'est cool, machin. Bah, du coup, j'ai plus besoin de passer par Kafka, je passe par Dapper. Et derrière, il n'y a rien qui change. Mais du coup, je suis passé par Dapper. Bon, par contre, j'ai un petit service là, un autre service. Lui, il a besoin de Kafka parce qu'il a besoin des fonctionnalités. Bah, lui, je ne vais pas le brancher à Dapper. D'accord, j'ai pas besoin de le brancher à Dapper parce que j'ai besoin des fonctionnalités de Kafka. Et donc, du coup, votre migration, elle va pouvoir se faire de manière incrémentale, vraiment, au fur et à mesure, sans impacter votre architecture qui est déjà mise en place. Voilà. Donc, c'est plutôt simple à mettre en place. On parle d'architecture sidecar, forcément on va parler de Kubernetes. Hein. Je vous montre un peu l'architecture de Dapper. L'idée c'est de se dire que du coup dans un pod, pour ceux qui sont pas familiers avec Kubernetes, l'idée du pod c'est j'ai un gros conteneur dans lequel je peux avoir plusieurs conteneurs. Et du coup, la discussion que je vais avoir avec mon sidecar Dapper, c'est du local. D'accord ? Je ne vais pas discuter avec un opérateur qui est loin, c'est le petit runtime Dapper, là c'est mon petit conteneur qui est ici, qui est à l'intérieur de mon méga conteneur, mon pod là, qui va pouvoir discuter avec mon opérateur pour pouvoir lui envoyer certaines informations et qui va pouvoir discuter avec les autres petits sidecars qui sont déployés directement à côté de mes services. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que vous avez un pod, vous allez avoir un petit sidecar Dapper qui va être ajouté à votre conteneur. Et votre conteneur, lui, va faire de la discussion HTTP ou gRPC directement en localhost. Donc ceux qui vont me poser la question, et cette question elle se pose, de l'overhead, des pertes de paquets, ce genre de choses, on est tout en local. Donc franchement, on est vraiment sur des choses qui sont vraiment très très légères, voire même qu'on ne voit pas. En vrai, ça donne quoi? Alors, je vais vous montrer là, vite fait quand même. On parle d'HTTP, on parle d'API, c'est dégueulasse. Hein. Franchement, ça ressemble à ça. Oui, c'est pas beau. Si vous faites que de l'HTTP, Dapper, il vous propose quand même des SDK qui sont fournis dans tous les langages, les gros langages connus. Donc on va parler de Java, on va parler de .NET, Python, ce genre de choses. Vous avez déjà des SDK qui sont faits par la communauté, qui existent, qui sont maintenus, qui sont mis à jour. Donc ça vous évite un peu ces calls HTTP qui sont pas terribles, on va pas se mentir. Hein, si on voulait faire du RESTful et tout, là on oublie. Mais par contre, elles sont définies ces API, elles bougeront pas. Ce qui fait que demain, vous avez un langage un peu exotique qui arrive. Ah ouais, j'ai envie d'essayer ce nouveau service. Bah là, vous pouvez. Parce qu'en fait, même s'il n'a pas le SDK Dapper, il va pouvoir s'intégrer directement avec votre architecture distribuée, juste en appelant les bonnes URL. Et ça sera comme c'est que du HTTP, aujourd'hui, tous les langages savent faire du HTTP ou du gRPC, hein, bien sûr. On va rentrer dans la partie démo. Est-ce que, avant ça, vous avez des questions? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est pas clair? Non? Ok, cool. Donc, on va se faire une petite démo. Donc, on va revenir sur mon exemple fétiche de... on va se mettre en presentation mode. Paf! De messaging, donc du consumer et du producer. Donc, moi, je me suis fait une petite application. J'ai un producer. Donc, c'est du Spring. Hein, c'est du Spring Boot même. Donc c'est super cool, Spring Boot, souvent vous avez des librairies qui vous font le café. Là j'ai envie de pouvoir discuter avec RabbitMQ. Donc avec Spring Boot, je peux faire un Spring Boot, je mets un Spring Boot Starter AMPQ là, AMQP, excusez-moi, et j'ai rien à faire. Derrière j'ai un producer, j'ai une classe, là c'est un REST, j'injecte un Rabbit template et je peux envoyer un message directement dans une queue Rabbit. Bon, là, mon implémentation, elle est quand même vachement liée à Rabbit. Là, je fais du Rabbit. Si demain, on me dit tu dois faire du Kafka, je suis obligé de modifier mon producer, je suis obligé de changer mon POM, je suis obligé de changer mon settings, ce genre de choses. Je suis obligé de tout changer. Mon consumer, il va faire pareil pour le moment. Hein, comme moi, je suis dans mon architecture un peu basique. J'ai mon consumer, donc paf, j'ai mon consumer. Bon, là, Spring, il est un peu moins magique. Je suis quand même obligé de l'avoir de la configuration. Donc j'ai ma configuration Rabbit avec mes bins. Bon, ça commence à être un peu moins sexy. Hein, là, j'ai mon message listener. Je lui dis sur quel queue j'écoute, quel est le bin qui va consommer mon message et qu'est-ce que je vais en faire derrière directement dans mon consumer. Donc là, bon, je fais un truc assez bateau. Hein, je fais un log info. J'ai reçu le message. On va regarder. Donc on va jouer un peu. On va le faire marcher quand même hein, pour vous montrer. J'espère que l'effet démo n'est pas contre moi aujourd'hui. Alors, je ne sais pas pourquoi je ne pouvais pas le run. Est-ce qu'il run déjà? Non. Si. Test, je vais juste les arrêter et les relancer. Si tu veux bien, c'est où? C'est là. Donc, hop, hop. Pour montrer quand même que je vous bullshit pas.
Donc je démarre mon petit producer, très bien, bon c'est super basique, ce genre de choses. Tagadac, mon consumer. Il ne démarre pas, c'est déjà bien. L'effet démo est là. C'est parce que je dois pas avoir... Je vais démarrer mon Docker Compose. Donc j'ai un Docker Compose. On va faire Docker Compose. Moins D. Cool, donc il a créé mes trucs. Bon, il y a un truc qui devait déjà exister. C'est super. Est-ce que tout ça, ça va marcher? Je ne sais pas. Bon, ce qu'on va faire, voilà, on va tout killer. Paf. Je vais lancer juste une commande là. Parce que Dapper init, alors là je lance le runtime en local. Ce qu'on va faire, c'est avant de faire le Dapper init, on va faire un install. C'est assez chiant. Quand vous êtes en local, vous êtes obligé de désinstaller pour reinit pour qu'il vous starte les conteneurs. Peut-être que ça a été mis à jour, j'avoue que j'ai pas checké depuis 2 mois. Mais tchac, donc ça démarre, bon, ça va télécharger plein de trucs en background. On va laisser télécharger. Donc je vais redémarrer. Est-ce que ça marche, s'il te plaît? Dieu de la démo. Petit Jésus. Zinedine Zidane. Ah oui. Du coup, c'est bon. Je suis connecté à mon Rabbit. Donc, bon, mon API est toute con. Hein. Je fais produce, hop, j'ai une 200, ça marche. Et ce qui devrait arriver dans... Voilà, j'ai reçu un petit hello from RabbitMQ. Là, j'ai mon client. Ah, merci. C'est tout. Et bon après-midi. Non. Mon client, il me dit, non, mais là, moi, j'aimerais passer sur Kafka. Comment on fait? Mais t'es sûr que Kafka, c'est la solution? Ouais, mais je suis pas sûr. Moi, j'aimerais quand même qu'on puisse s'abstraire de tout ça. Cool, c'est le but de cette conférence. Donc, on va essayer de se brancher à Dapper. Donc, on va se créer un petit repo, Dapper Components, un petit dossier, pardon, pas un repo. Et on va commencer à faire de la configuration. Donc, je vais me faire un Rabbit binding. Donc, je vais vous montrer tout ça. Rabbit binding. Donc, c'est le binding, hein, c'est juste un des building blocks qui est fourni. Donc, moi, je vais utiliser que ce building block là pour pouvoir me brancher à Rabbit. Ok. Donc, ce qu'on va se dire, c'est alors avant toute chose quand même. Hein, là, je suis dans mon consumer. On va se dire, bah, du coup, je vais enlever ce dossier-là. Config, j'en ai plus besoin. Mon consumer, du coup, il va juste, ça va devenir un REST controller, parce que comme on fait que du HTTP, un REST controller, et ça va être du post, post mapping, check, et du coup, il va écouter sur une route que je vais appeler, allez, on va faire du RESTful à fond les ballons, /consume. Donc du coup, c'est pas du RESTful, hein, du coup, pas du tout. Hein. Ah mince, j'ai enlevé le logger. Je vais le remettre, sinon il est pas content. CF4J, magnifique, ok, voilà, très bien. Bon, bah, normalement, j'ai plus besoin. Allez, même pour vous montrer, on enlève carrément le Spring Boot, plof, le AMPQ, on en a plus besoin. C'est tout. Voilà. Donc là, mon consumer, maintenant, je veux plus qu'il soit là. Je veux juste qu'on discute avec du HTTP. Donc, ok, bah, /consume, c'est parti. On va le brancher quand même à Rabbit. Alors, je vous ai dit que Dapper, c'est communautaire, tout ça. Donc là, bon, il y a quand même quelque chose qui est déjà pour moi, c'est magnifique. Donc je vais copier-coller tout ça. Hein, je suis un bon développeur, je suis feignant. Non, je suis même pas capable de copier-coller correctement. Hop, paf. Donc alors on est sur du YAML, hein. Donc bon, bah voilà, désolé. Donc la metadata, bon là on va se dire que c'est mon consumer. C'est mon consumer. Donc là après on va rentrer dans les parties qui sont un peu intéressantes. Donc là on va définir un peu la spec de notre objet Dapper. Donc là c'est du bindings pour RabbitMQ. On utilise la version V1. On va se dire ok, on écoute sur la queue. Donc bon, j'ai quoi? Je sais plus, je me souviens plus dans quoi est-ce qu'on écrit. On écrit dans la queue test queue, magnifique. Donc test queue. Le host, on est sur du basique. Donc on est sur du localhost 5672. J'espère que c'est ça, je crois que oui. Le reste, on s'en fout un peu pour la démo. Et ce qu'on va se dire, c'est on va lui dire sur quelle route. Donc là l'idée, c'est on a deux types de binding. On va avoir le binding qui va écouter et on va avoir le binding qui va directement communiquer, en fait, envoyer des informations à notre service. Donc là, on va définir une route et on va lui dire, OK, quand tu reçois un message
sur Rabbit, donc sur ce que je t'ai défini ici. Hop, tu vas envoyer sur la route /consume. Je ne sais plus s'il faut que je mette le slash ou pas. J'ai l'anti-sèche. Ah ouais, il faut que je mette le slash. Donc voilà. Ça, c'est mon binding. Il me reste 20 minutes. 20 minutes. Oh putain, je suis large. Donc c'est bien, on va pouvoir faire plein de démos. Et vous pourrez poser plein de questions, si vous en avez. Donc on est sur le binding. On a défini notre /consume. C'est bon, Dapper, il a tout téléchargé. Et ce qu'on va faire, là, on va se remettre sur le Dapper normal pour éviter de impacter machin. Donc, on va démarrer un petit sidecar. Donc là, évidemment, hein, moi, je suis désolé, j'ai pas Kubernetes sur ma machine, tout ça, j'ai pas mis Minikube. On fait du truc un peu de démo. Hein, c'est l'effet démo, c'est normal. Donc je démarre un petit conteneur Dapper. Donc je vais démarrer un run. Donc je vais faire un run, Dapper run. Donc je vais vous expliquer un peu. L'idée, c'est je vais lui donner un petit nom à mon sidecar Dapper, comme je le démarre en local. Là, ça va être mon petit script local. Donc là, ça va être un runtime. Il va s'appeler consumer. Et il y a trois choses qui vont être super importantes. C'est sur quel port mon sidecar il va écouter. Ça veut dire que comme je suis en local, j'ai pas les services Kubernetes, tout ça, la magie. Il faut que je lui dise, ok, bah, Dapper, démarre-moi mon petit consumer, là tu le démarres, ton petit sidecar, sur le port 3500. Ça veut dire que quand je vais vouloir discuter avec Dapper, si je veux pouvoir l'appeler, ce sidecar-là, je dois l'appeler sur le port 3500. Ensuite, Dapper, mon petit sidecar, il faut aussi que je lui dise, elle est où l'application? Donc l'application, mon application consumer, elle écoute sur le port 8080. On va enlever ça parce que sinon on verra pas bien. On va faire ça. Paf, magique. Et la dernière chose, c'est où sont définis mes composants. Donc, quand on parle de Dapper, on a des composants. On parle de composants. Donc là, le rabbit binding.yaml que j'ai fait, c'est ce qu'on appelle un composant. Et je lui dis, aujourd'hui, là, mon petit sidecar, tu le démarres et tu vas chercher les configurations qui sont disponibles dans Dapper Components. On démarre. J'espère. C'est bon, ça marche. On va essayer de comprendre un peu. Il y a plein de logs, c'est ultra verbeux. Il y a des choses qui vont nous intéresser. Ce qu'on peut voir, c'est que déjà, la première étape, ici, là, il a bien trouvé mon binding consumer. Il a bien trouvé mon Rabbit binding, et donc il s'est branché, il a réussi à se brancher à Rabbit. Ça, c'est la première chose qui est intéressante. C'est cool quand même, ça marche. La deuxième chose qui est intéressante, c'est que votre sidecar, quand vous le démarrez en local, en fait, il démarre que si il trouve votre application. D'accord? Donc là, c'est ce qu'il dit, c'est que si l'application, au début, hein, il démarre, il dit si elle n'a pas subscribe, où est-ce que c'est Normalement, il y a un endroit ici, voilà, ici exactement. Voilà, c'est ça. Il dit, moi, tu m'as dit, elle écoute sur le port 8080, donc je vais essayer d'appeler ton application sur le port 8080. Si je ne trouve pas, j'attends. D'accord? Donc c'est cool, vous pouvez démarrer votre Dapper et vous démarrez votre application. Après, moi, mon application était déjà démarrée. D'ailleurs, on va la redémarrer. Hop, on va se faire ça pour être sûr. Tchouk, tchouk, tchouk. Donc on va la redémarrer parce que j'étais branché sur Rabbit. Donc là, il n'y a plus Rabbit, hein, ça recompile, blablabli. Donc là, on peut le voir, hein, il n'y a plus la notion de Rabbit. Où est-ce qu'il me disait tout à l'heure, là, mon consumer, vous avez vu, quand il a démarré, il n'arrivait pas à se connecter à Docker, machin. Là, on s'en fout. Donc on redémarre, le petit sidecar. Donc il me dit, ok, c'est bon, j'ai découvert ton application. Ton sidecar, il tourne. Ok, bon, on va tester. Hein. Donc on va reproduire un message dans Rabbit, comme tout à l'heure. Et là, receive nul. Pourquoi? Parce que j'ai pas dû mettre le request body. Je vais juste tricher rapido pour tchouk tchouk. Et oui, c'est ça. Tchouk. Tchouk, request body. J'ai pas demandé, tout le monde voit bien là? Non, peut-être plus, parce qu'en fait je suis plus en presentation mode. Et oui, dites-moi hein, si vous voyez pas, c'est mieux quand même, parce que si je vous montre mais qu'en fait vous voyez rien, c'est nul. Donc voilà, donc là on réessaye. Allez, effet démo. Produce. Pas du tout le bon alt-tab. Et si on va voir dans le service, receive, nul, encore. Ah oui, parce que j'ai pas redémarré le consumer. Alors, il faut le redémarrer, blablabla. Je sais plus si le sidecar il plante. Non, peut-être pas, c'est cool. On va voir s'il arrive à rediscuter avec lui. Donc on va reproduire le message. Tchoc, 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 on fait des débugages en live, c'est magnifique. Oui, ça marche, bravo, moi. Oh.
Ah, c'est beau, vous êtes réceptif, j'adore. Du coup, super. Bon, bah, par contre, j'ai toujours pas répondu à la problématique de mon client. Mon client m'a dit, voilà, mais moi je veux être sur Kafka, là, tu toujours sur Rabbit, ça me plaît pas. Alors, si j'ai été... Donc, on va réarrêter notre petit Dapper. Je vais vérifier, normalement, je crois que j'ai bien un Kafka qui tourne. Tuguduc, il est où? Il est là. Donc là, j'ai un Kafka qui tourne dans mon Docker Compose. Je vais pas vous faire la démo Kafka, tout ça, blablabla. OK. Du coup, on va se créer un petit component Kafka. OK. File. Allez, Kafka binding.yml. Toujours sur le YAML, on n'a pas changé de langage. Donc, paf, on continue le copier-coller. Tchouk, tchouk, tchouk. Alors. Ah putain, ça c'est chiant. Je vais faire plus simple. Ah ouais les gars, putain, vous êtes trop forts. C'est vrai, c'est vrai. Bravo. Alors, j'ai triché, j'ai pris mon anti-sèche, mais on va quand même repasser. Bon, ça, c'est parce qu'en fait, ils pensent que c'est du Kubernetes IntelliJ, mais c'est pas du Kubernetes. Donc, pareil, on a notre API version, notre component. Donc, bon, ça, c'est les métadatas, blablabla. Le type, donc là, on a changé de type. On était sur du bindings.rabbit, là, on est passé sur du bindings.kafka. On garde notre même route. Allez, on va se dire qu'on va écouter sur un topic, test topic, le broker, blablabla. Bon, ça, c'est toute la configuration Kafka qui va bien. Mon service, là, il tourne. D'accord, je vais pas le redémarrer. Allez, on va voir. Et on va redémarrer notre petit sidecar. Donc là, mon sidecar, paf, il démarre. Et là, c'est cool, il est toujours connecté à Rabbit. Mais hop, ici, on peut voir qu'il a réussi aussi à se connecter à Kafka. Bon, comme il me reste 10 minutes et que j'aimerais bien que vous puissiez poser des questions, on va pas faire l'implémentation du producteur, mais je vais vous montrer que ça marche quand même. Parce que je ne vais pas vous mentir. Donc on va se démarrer, on va se faire le petit... Alors pourquoi il est où mon Kafka? Docker. Ok, Docker. Ah, parce que c'est la solution. Dapperconf solution. Solution. Est-ce que je suis bon? Magnifique. Là, je triche. J'ai mon anti-sèche. Parce que je me souviens jamais pour lancer le producteur. Je pourrais aussi aller chercher sur Internet, mais... Ici, c'est plus facile. Tchac, tchac. Ici. Donc, pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec Kafka, c'est un broker de messages. D'accord. Et là, l'idée, c'est que quand vous démarrez un Kafka et que vous avez un Docker Compose, dans Kafka, vous avez des petits scripts shell. Là. Donc là, c'est celui que je vais utiliser, là, le Kafka console producer.sh, qui va me permettre de tout simplement écrire dans un topic depuis la console. D'accord, donc là j'écris dans le test topic, donc on est sur le même topic que j'ai défini juste avant. Et le broker list, on est toujours sur du localhost 90-92. Et là on va faire hello bdx.io. Oui, ça marche. Ici. Et du coup, là en fait on n'a rien fait. Enfin on n'a rien fait, en fait on a défini ce petit fichier. Mon service en plus, ce qui est cool, c'est qu'il tourne encore. Mon service il continue à tourner. J'ai juste défini un nouveau composant, Dapper, et c'est tout. Et après, derrière, mon service, en fait, il est capable. Donc ça veut dire qu'en plus, si demain, vous avez une période de transition, ça veut dire que vous êtes en train de transitionner de Rabbit à Kafka, vous avez toujours des messages qui arrivent de Rabbit, là, en fait, votre service, il est capable de prendre les messages de Rabbit, mais aussi les messages de Kafka. C'est cool. Tchoc, tchoc, tchoc. Il me reste 5 minutes, donc on va passer. Tchoc, tchoc. Ben voilà, j'ai fini. Merci beaucoup. Et du coup, je pense qu'on a un peu... Oui, on a du temps pour les questions. Donc, si vous avez des questions, go. Et il y a un monsieur qui a des questions. Oui? Ah bah oui. C'est le moment qu'il est le micro. Voilà, il est là, le mien. Problème technique. Je sais pas s'ils sont ingénieurs, c'est pour ça. Ouais. Ah merde. Si vous voulez, il y a le petit QR code là pour les reviews. Si vous trouviez que c'était nul, vous pouvez le mettre. Mais si vous trouviez que c'était bien, vous pouvez le mettre aussi.
Bonjour, merci beaucoup pour la conf, c'était super intéressant. Merci. Et bravo pour le courage pour la démo. Toujours un moment. Voilà. Félicitations. Merci. Une petite question donc sur Dapper. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de tomber dans des cas où, par exemple, ton broker derrière, il avait des fonctionnalités très spécifiques que tu voulais utiliser et l'abstraction, elle est ce qu'elle est et finalement, elle ne va pas te permettre d'utiliser telle feature qui est importante. Est-ce qu'il n'y a pas un risque finalement que chaque service utilise plus Dapper au final parce que tout à coup, sur PubSub, on a telle feature et tout le monde commence à l'utiliser et à bypasser Dapper? Alors, oui, c'est une possibilité. Moi, je me suis posé cette question. Je suis arrivé, on m'a dit qu'il faudrait faire du TLS. Il n'y avait pas TLS, machin, super. Bon. Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce que je vous ai montré, c'est de l'open source. Donc, demain, si tu as besoin, toi, d'implémenter quelque chose que tu sais que dans ta société, tout le monde va devoir l'utiliser, peut-être que la première chose à faire, c'est soit, effectivement, tu n'as pas besoin de Dapper, parce que c'est une fonctionnalité qui est propre à l'outil, soit c'est simplement, tu l'implémentes directement dans le connecteur, en fait. Tu as le connecteur, c'est du Go, donc en fait, c'est vraiment comme vous avez l'habitude. Vous êtes tous branchés, pas tous, mais il y en a certains d'entre vous qui se sont déjà branchés à un Kafka. Vous avez fait votre petit connecteur, vous lisez depuis Kafka. Si vous le faisiez en Spring, demain, si vous savez le faire en Go, vous avez juste besoin d'implémenter cette fonctionnalité dans le petit connecteur Go. Soit après vous faites une PR pour utiliser directement sur Microsoft, sur Dapper, sur le projet Dapper, pour que ça soit mis en place et que vous utilisiez directement. Soit en fait, comme c'est quelque chose qui est propre à votre société, comme c'est des building blocks, plutôt que d'utiliser le Kafka tu fais Kafka-ma société.binding et du coup comme ça tu as ton binding à toi qui va implémenter tes problématiques toi de ta société. C'est bon? Une autre question? Ouais, il y a une là-haut, une en bas. Je me demandais, juste à gauche ici. Ah oui, pardon, excuse-moi. Je me demandais, il n'y a pas de SDK pour Dapper, c'est uniquement des communications. Si, je l'ai dit tout à l'heure. Dapper, il fournit des SDK dans tous les langages, Java, Python, C#, Go, évidemment c'est en Go. Mais oui, tu as des SDK qui sont là pour tous les plus gros langages. Ouais. Okay, super, ça évite justement le langage un peu verbeux des trucs HTTP. Ouais. Merci pour la conférence. C'était bien expliqué, un peu rapide quand même. Je voudrais avoir un retour d'expérience de ta part. Je suis là-haut. Ah, ouais. Il va trop vite avec son micro, parce qu'il en a deux, c'est pour ça. On perturbe. Je voudrais savoir plutôt un retour d'expérience. Est-ce que tu l'utilises vraiment en production ou pour le moment, c'est des effets de poche? Non, là, c'est clairement de la démo. Hein. Non, mais c'est quelque chose que... Alors, pour le coup, c'est quelque chose que... J'étais dans une société où on allait le mettre en production. J'ai fini le projet avant. Hein, ça, c'est la société de service, tout ça, machin, bidule. Mais vous connaissez les budgets en ce moment. Mais pour le coup, ça répondait à une problématique concrète de se dire... on avait des développeurs C++, qui, en fait, derrière, nous derrière, sur l'implémentation, on était en pleine réflexion dans l'architecture. On voulait avoir une architecture de plugin. Et on était en pleine réflexion. On ne savait pas si on allait faire du Rabbit parce qu'on n'avait pas besoin de Kafka, mais peut-être qu'on allait avoir besoin de Kafka. Puis demain, si on va dans le cloud, est-ce qu'on a besoin de se brancher SNS? On était dans cette grosse réflexion de comment on y va. D'ailleurs, cette conf, elle vient de Sébastien Moreno, qui est là-bas. Merci à toi. On en a parlé avec lui quand on était sur ce fameux projet. Du coup, l'idée, c'était de se dire comment on fait pour que les développeurs, ils aient pas à changer leur implémentation, parce qu'en fait, nous, sur l'architecture, tiens, finalement, on a changé. Ah non, les gars, on n'utilise plus Rabbit, on fait Kafka. Oh putain, on doit tout rechanger, super, le code. Donc non, et c'était vraiment cette problématique-là. Donc c'est pour ça que j'ai repris cette problématique-là. On en a parlé la dernière fois avec Manuel, qui, je suis pas sûr qu'il soit là. C'est un profil cloud chez Hippon, et qui me disait que lui, pour les secrets, en fait, il y a énormément de providers de secrets et que c'était pareil, c'était vachement chiant pour les développeurs de gérer ça et de se dire qu'en fait, avoir une abstraction pour juste récupérer un secret, c'était quand même vachement plus cool que de passer par chacun des providers. Ça, j'ai bien compris le côté plugin, ça correspond exactement à la problématique. Mais alors, du coup, non, la réponse, je suis pas allé en prod avec ça encore parce que j'ai pas eu l'occasion de. C'était avant le retour, savoir si ça tenait vraiment à la charge, si c'est. Alors la charge, oui, en fait c'est une architecture sidecar, donc ça veut dire que pour un service, tu auras un sidecar. Donc oui, la problématique de charge, c'est plutôt si ton service ne tient pas la charge, forcément ton sidecar, en fait, oui. Mais non, il y a pas de, c'est fait pour être dans c'est une architecture sidecar, donc on n'a pas les problématiques de scaling, c'est inhérent avec ces genres d'architecture, quoi. Ok.
Et du coup, tu disais, il n'y avait pas le TLS pour faire du Kafka ou je sais pas quoi. Alors c'était dans le plugin, oui, le plugin de Kafka. Bah après après on le surcharge et. Bah après tu vas dans le, tu fais tu check out, tu fais une pull request et tu dis bah voilà maintenant ça fait TLS. Ok. Voilà. Formidable. C'est facile hein. Ouais, Bon, si vous pouviez faire la pull request, ça m'arrangerait parce que moi j'ai. Je crois qu'il y avait une question. Ouais, il y en a deux. Ouais, ça va, on est pas mal. J'ai laissé du temps pour les questions. Je suis allé trop vite, excuse-moi. Mais du coup, merci pour la conférence. Attends. Ici, les yeux. Ah, d'accord, ouais, parce que j'avais deux là-bas. Ouais. En fait, le son il vient là, et du coup, je recherche là. Du coup, comme tu traduis tout sous forme d'API, de route HTTP, gRPC, comment tu intègres ça dans ta stratégie d'API management et de service mesh? Non, ça c'est pas une. Enfin, tu vas pas faire de l'API management puisque là, en fait, c'est de la communication entre services, donc c'est vraiment pour de l'interne. Ça veut dire, ok, parce que l'idée, c'est de pas ressortir par ton API management. Donc si demain tu as un con ou quoi que ce soit, non, tout ça sera pas exposé. Ça, c'est vraiment l'idée, c'est de se dire, je suis en interne et donc c'est pour que mes petits sidecars puissent discuter entre eux. Si tu dois ressortir pour rentrer. Non, et puis là, du coup, en termes de problématiques de lag, de latence et compagnie, on oublie quoi. Et du coup, de la même façon, tu as une forme d'isolation, de coupure pour éviter les accès externes naturellement à ce sidecar. Ah bah alors après, ça c'est plus la problématique réseau. Je suis désolé, je suis pas expert en réseau Kubernetes, tout ça, mais j'imagine que ça se configure directement dans Kubernetes, quoi. Ok. Peut-être que j'ai dit de la merde pour les experts réseau Kubernetes, désolé, excusez-moi. Ouais, petite question. Le testing. Ouais, voilà, merci. Ouais. Comment tester avec Dapr? Comment quoi? Tester. Du coup, c'est de l'HTTP. Donc tu mets un wire mock et puis tu fais ton appel et puis tu vérifies juste que ton appel il est envoyé. Tu vois, tu veux pas tester l'implémentation de Dapr. D'accord? Toi, ce que tu veux tester, c'est que ton appel HTTP il parte. Donc dans un test unitaire ou dans un test composant, tu vas avoir un wire mock. Tu vas t'assurer que wire mock il récupère bien la réponse. Et voilà. Ok, merci. Du coup, c'est bien parce que du coup, ça vous évite aussi les problématiques. C'est une super question parce que souvent, quand vous faites vos tests unitaires, machin, et que vous avez un Kafka, il faut que vous testiez, que vous consommiez bien le message, ce genre de choses. Souvent, on se démarre un Kafka dans un Docker avec du test container, ce genre de choses. Là, on est quand même sur des choses qui sont relativement plus simples puisque comme c'est que de la discussion HTTP, vous branchez votre wire mock. Vous définissez bien les API. Alors après, évidemment, ça ne t'empêchera pas de devoir faire un vrai test d'intégration pour t'assurer que quand même ton Dapr, il arrive bien à envoyer. Mais toi, tu n'as pas besoin de tester l'implémentation de Dapr. Tu fais confiance à Dapr, tu utilises Dapr, tu lui dis, moi, je te fais confiance, tu sais discuter avec Kafka. Si c'est pas discuter avec Kafka, c'est qu'après, il y a un autre problème. Justement, pour les tests d'intégration, tu peux le brancher, il faut brancher avec les tests. Alors non, l'idée, c'est de se dire... L'idée, c'est de se dire tu fais confiance à Dapr. Donc, dans ton test d'intégration, c'est pareil, tu vas avoir juste un wire mock. Parce que faire du test d'intégration avec Dapr, on va commencer à rentrer dans des grosses... Enfin, je pense qu'en termes de complexité... et je suis même pas sûr qu'on en ait besoin parce que sinon, ce que tu vas tester, c'est que Dapr, il arrive bien à communiquer avec Kafka. D'accord ? C'est plutôt un test que tu vas vouloir faire en mode QA ou test end-to-end, enfin tester tes paramétrages, quoi. T'assurer que tes paramétrages ils sont bons et ça tu le feras à un autre niveau. Tu le fais pas dans tes tests directement quand tu runs tes tests sur IntelliJ, quoi. Une autre question? Allez, il nous reste 2 minutes, donc je pense qu'on a d'abord là et après là. Enfin, c'est parce qu'il avait le micro en premier, désolé. On disait qu'il y avait plusieurs building blocks et plusieurs fonctionnalités qui étaient proposées au niveau du sidecar. Elles sont toutes indépendantes? Oui. Tu as vu, là, on a utilisé que le binding. Par exemple, quand on parle d'observabilité, est-ce que le fait de... Ah, alors c'est vrai que je ne l'ai pas montré. Est-ce que si j'ai de la chance, regarde, si j'ai tout qui est laissé démarrer, il y a un Zipkin qui est démarré par défaut. Est-ce que ça marche? Paf! Est-ce que j'ai des traces? Voilà, tac! Voilà, donc par défaut, j'ai du Zipkin. Donc oui, il y a des... En fait, alors ça, c'est quand j'ai fait le Dapr init. Quand j'ai fait le Dapr init, magiquement, il m'a lancé ça, il m'a lancé un Redis pour pouvoir tester si je veux faire du PubSub directement. Il fait du PubSub via Redis pour les effets démo.
Mais oui, du coup, tu peux avoir, si tu démarres l'observabilité, tu peux avoir directement out of the box de l'observabilité. Là, j'en ai directement, j'ai un Zipkin qui s'est démarré et ça marche. J'ai rien fait. J'avais oublié, tu vois. Et dernière question, du coup. Yes. Alors moi j'ai une question. Suite à un truc que tu avais dit au début, tu avais expliqué qu'en fait c'était vachement bien parce que ça permettait d'abstraire le code de l'implémentation concrète, par exemple le Kafka. Et après tu as expliqué que on pouvait mettre à jour la codebase existante petit à petit. C'est-à-dire par exemple si on avait un microservice qui utilisait une fonctionnalité précise de Kafka, celui-là il changeait pas. Ouais. Mais du coup c'est pas un peu antinomique parce que ça veut dire que tant que tout dans la codebase n'a pas été migré et que absolument 100% de la codebase peut être migrée via Dapper, on ne va pas bénéficier en fait de cette abstraction de l'implémentation sous-jacente. Alors après, ça dépend de ta stratégie, mais j'imagine, si je prends le cas ton architecture, elle existe, elle est déjà là, elle est déjà mise en place, tu as déjà cette fonctionnalité sur ton Kafka, ok, tu veux la mettre en place sur ton binding, mais en fait, tu la mets en place sur ton binding et après tu vas pouvoir brancher chacun de tes composants au fur et à mesure, puisqu'en fait, cette fonctionnalité, tu l'as déjà. T'as pas besoin de te dire faut que je migre tout d'un coup. Là, tu vois, on l'a fait. Le producer, je l'ai pas migré en fait. Le producer, je l'ai pas migré vers le binding Kafka ou vers le binding Rabbit. Je continue à utiliser ce que j'avais avant et je vais juste rajouter mon petit sidecar là où est-ce que j'en ai besoin au fur et à mesure. Je sais pas si c'est clair. Je sais pas si ta question, je réponds bien à ta question ou pas. En fait, dans ton exemple, supposons qu'il y a une grosse codebase et on peut tout migrer vers Dapper, mais il y a un producer en particulier qui a besoin d'une fonctionnalité de Kafka bien précise. Ouais. Mais sinon, on va pas faire de Dapper. On peut pas le migrer. S'il a besoin d'une fonctionnalité bien précise de Kafka et que Dapper répond pas à ta problématique, non, tu n'utilises pas Dapper. Et donc oui, effectivement, ça va pas. Peut-être que demain, si tu veux utiliser Dapper pour l'observabilité, ça va être un frein. Mais peut-être qu'il faut se dire dans ces cas-là, il faut réfléchir aussi, c'est se dire, c'est là. Ça me permet de faire de l'observabilité. Du coup, là, j'ai un problème sur ce composant-là bien particulier. Donc après, il va falloir que je rajoute dans ce composant le petit... mais du coup, tu vois, le Zipkin, il est là. Donc après, ça veut dire que s'il utilise la partie intrinsèque de Kafka et il veut faire vraiment du Kafka, je peux toujours utiliser la partie open tracing de Dapper, l'observabilité, et me dire, en fait, c'est juste que moi, quand je vais recevoir le message, dans la partie qui est spécifique pour Kafka, je vais envoyer le petit message dans mon observabilité. Mais oui, effectivement, c'est pas non plus... encore une fois, c'est pas une silver bullet. C'est d'accord, ça va pas répondre à toutes vos problématiques. Il faut pas vous dire demain, ah ouais, on va mettre Dapper partout, ça va marcher, c'est ouf. Non. Il faut vraiment se dire, prenons-le pour les blocs qui nous intéressent, faisons-le doucement, par service, là où est-ce qu'on se dit, j'ai pas besoin d'utiliser l'outil qui est derrière, quoi. Demain, j'ai pas besoin de Kafka, je fous ça et on passe à SNS, on passe à GCP, on passe à Rabbit, c'est seamless, quoi. Merci. Merci à tous.